C'est la vie des entreprises sur Vivre FM et je suis avec les présidents des groupes ADECO et IDES, les deux entreprises spécialisées dans l'intérim et dans l'insertion professionnelle. Quel est le bilan de leurs 15 années de partenariat? Le point avec Alain Dehaze, président d'ADECO France, et Pierre Chou, président d'IDES. Alain Dehaze l'a dit, il n'y a pas de rencontre au-delà des intérêts politiques, économiques ou stratégiques qui n'existent sans qu'il y ait des hommes qui fassent vivre cette rencontre. On peut avoir des visions intellectuelles des choses, mais si c'est les hommes qui font. Donc je crois qu'il y a une rencontre dont Jean-François Conant a été un des entremetteurs, on va dire comme ça. Il a fait partager. Il avait déjà un regard sur l'insertion. Il était chez ADECO, donc la rencontre avec le président d'ADECO de l'époque a permis d'échanger sur ces questions-là. En fait, on a pu tranquillement, à bâton rompu, échanger sur quel serait notre intérêt, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une alliance. ADECO d'un côté, nous opérateurs d'insertion de l'autre. Qu'est-ce qui ferait que ça nous intéresserait de le faire? Et chacun a pu mettre sur la table les enjeux ou les objectifs qu'il y voyait. Il était utile de le faire parce que ça nous permettait de vérifier qu'il n'y avait pas de contradiction, que finalement on pouvait avoir des intérêts différents, mais qu'ils s'emboîtaient très bien et que ça donnait quelque chose d'assez original et d'assez dynamique. Eh bien, il était légitime pour nous que ADECO, en tant que leader du travail temporaire, soit aussi leader de la partie insertion qui se joue dans le travail temporaire. C'est aussi de sa responsabilité d'entreprise vis-à-vis de ses clients. Quand un grand client dit à ADECO, moi je veux plein d'intérimaires pour faire le pont de je ne sais quoi, ou la maison d'arrêt, ou l'hôpital d'ailleurs, hein, si c'est un grand groupe du BTP, mais je voudrais, pour des raisons X ou Y, qu'il y ait un volet d'insertion, eh bien il a envie que ça se passe, ce grand client, il a envie que ça se passe de façon professionnelle, de façon organisée. Il n'a pas envie d'aller à la pêche aux petits trucs dans les coins. Et donc, ADECO, il était légitime pour ADECO de dire, moi, je dois être capable de vous apporter l'intégralité des réponses. Et donc, le fait qu'on le fasse avec ADECO, ça répond aux soucis. Et nous, de notre côté, qui considérions, et qui considérons toujours, que le travail temporaire pouvait être un vecteur supplémentaire, un grand vecteur de l'insertion, puisqu'en fait, on le dira tout à l'heure à la tribune, mais finalement, ça permet d'aller faire l'insertion chez les autres, plutôt que de la faire que chez soi. Donc, ça démultiplie. Vous savez, nous, on a créé des entreprises d'insertion, on le fait chez nous, dans nos propres entreprises, mais bon, malgré tout, tout ce qu'on peut faire de bien, c'est quand même des limites. Donc, le fait d'avoir considéré que d'utiliser le travail temporaire, ça allait le démultiplier, en allant chez les autres, ça nous paraissait une bonne voie. Mais on pensait que c'était utile de le faire avec quelqu'un dont c'était le métier, d'acquérir le professionnalisme d'un métier rigoureux et qui nécessite beaucoup de compétences, sécurité, formation, connaissance des métiers, des clients, parcours de formation, enfin tout ce qu'on voudra, et qu'on avait besoin aussi d'un allié de poids pour faire valoir cet objectif. Et donc il valait mieux le faire avec un grand qu'avec une PME du travail temporaire que personne ne connaissait. Donc voilà, nos intérêts convergeaient, on s'en est rendu compte, on s'est rendu compte, et donc à partir du moment où les choses pouvaient s'expliquer aussi directement, eh bien on a considéré qu'il fallait y aller, et plutôt que de faire semblant, on a dit, on le fait complètement. Il y a eu un constat de l'état de l'insertion en France qui vous a mené à travailler ensemble. Je veux dire, qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense que la grande idée, qui peut-être que moi j'ai un peu découvert quand on s'est vu, etc., mais c'était de dire, eh bien, on peut réinsérer par le travail, par l'emploi. C'était quand même quand on parle d'innovation sociale, c'était il y a 15 ans très innovateur de dire on peut réinsérer par le travail. Et donc de cette idée est née cette formule, cette alliance. Nous, c'est clair, on est un groupe d'emploi, on offre différents types d'accès à l'emploi, que ce soit le travail temporaire classique, le placement, le retour à l'emploi. On est très spécialisé dans les retours à l'emploi classiques. Et donc, quelque part, on voyait tout à fait que c'était une de nos fonctions vis-à-vis de la société, d'intervenir sur ce marché de la réinsertion par l'emploi. Enfin, d'une façon générale, nous on considère que
notre action ne peut pas avoir comme résultat qu'il y a au moins une personne sur deux, 50% c'est plus facile, quoi, au moins une personne sur deux, qui, à la suite de son parcours dans nos différentes démarches, ait un emploi durable. Et donc, qui dit emploi durable, dit autonomie, dit vie sociale, etc. etc. Au moins une sur deux. Alors, pour certains, c'est très ambitieux, parce que les publics qui nous sont envoyés par Pôle emploi ou par d'autres prescripteurs, oui, des fois, c'est pas facile. On a des gens qui, quand ils rentrent dans une usine pour la première fois, se sauvent, parce que c'est un monde, il faut imaginer. Hein, il y a des gens qui vont, la veille d'aller travailler pour la première fois, ne pas dormir de la nuit tellement l'anxiété est forte, et donc ils vont s'endormir à 6h30 du matin, et donc ils vont louper l'heure. Hein. Donc il faut imaginer ce que ça peut être difficile à tous les niveaux de situation psychologique, etc. Donc c'est ambitieux de dire, hein, oui, quand on regarde les statistiques générales, on dit oh, bon, 50%, pourquoi pas. C'est très ambitieux compte tenu des personnes qui sont envoyées et de leur situation initiale. Mais on considère que politiquement et publiquement, ça doit être à une barrière minimum forte et volontariste, parce que sinon ça mobilise trop d'énergie, il faut que ça serve à quelque chose, quoi. Alors, et les 50%, c'est plus que symbolique, c'est vraiment quelque chose de fort, et puis c'est quelque part le meilleur taux de tout ce qui existe. C'est meilleur que les chiffres de tous les dispositifs, et donc on y tient beaucoup. Alors, 60% ici, des fois plus, des fois moins, peu importe. C'est notre objectif. Alors, cela dit, c'est dans ce sens-là qu'à la fin de notre manifestation, on signera 3 grands acteurs de l'insertion, qui sont aussi regroupés sous le label réseau, sous la franchise Réseau Adéco-Insertion, nos amis du Nord-Pas-de-Calais de Réseau Vitamine, le groupe ID et ADECO en tant que tel, ADECO-Insertion en tant que tel. Nous signerons avec l'État un contrat de performance, c'est-à-dire un engagement pluriannuel, 3 ans, de faire monter de façon significative nos résultats en matière d'emploi durable. Et alors, comment on a voulu montrer, il ne s'agit pas de faire plaisir à telle ou telle administration centrale, la question c'est de manifester à travers cela l'engagement que nous avons sur ces questions qui nous taraudent, c'est-à-dire de faire plus et mieux, parce que c'est la vraie question de notre société. Vous savez, c'est insupportable de voir que dans des branches professionnelles, si on prend le BTP, il y a en flux, il y a un peu moins maintenant, parce qu'il y a eu des périodes un peu tendues, mais que vous avez en flux, en permanence, 60 à 80 000 offres d'emploi non satisfaites. C'est quand même insensé. Et que dans le même temps, on a cette armée de gens qui sont en situation de rupture sociale. Ça veut dire qu'il faut travailler la passerelle. Hein. Si l'adéquation n'est pas mise n'est pas organisée, on n'en sortira jamais. Donc c'est vraiment l'enjeu, et donc nous considérons que c'est bien qu'on le rappelle à tout le monde et qu'il faille s'y atteler. Voilà. Une rencontre de 2 hommes qui voulaient, 2 hommes de groupe qui voulaient mouiller la chemise dans l'insertion. Et puis ça a démarré en 96 par cette rencontre, ça s'est développé depuis ces 15 années, vous verrez dans la présentation, maturité modèle, relance du partenariat, et puis maintenant on arrive dans la phase de développement et d'ouverture. Alors quelques chiffres que l'on vous a transmis. Il faut savoir qu'en 96 on avait, selon notre modèle du travail temporaire, on avait ouvert une dizaine d'agences dédiées à l'insertion. Et quand on voit le chemin parcouru, on est aujourd'hui, en 2011, on a plus de 61 agences dédiées à l'insertion. Oui, l'agence dédiée, c'est l'agence effectivement qui ne fait que l'insertion. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes d'ailleurs, notre alliance, le réseau Adéco-Insertion, est le seul réseau dédié dans notre métier au travail temporaire dans les métiers de l'insertion. On vous a donné... bonjour. Ces 61 agences, vous verrez dans le document, elles sont un peu partout sur la France. On voit qu'on a encore du travail à faire, et c'est une de nos ambitions pour les 5 prochaines à venir, de monter ces 61 agences à une centaine d'agences. Cette année, il y a plus de 8000 personnes qui, grâce à ce réseau, auront été réinsérés dans
dans la société par l'emploi, par le travail. Ça correspond plus ou moins à 2500 équivalents temps plein. Alors, si on regarde ces 15 dernières années, pour faire le bilan, je vous ai dit, 8000 personnes en 2011, 2500 équivalents temps plein en 2011, mais depuis 15 ans, c'est plus de 60 000 personnes qui ont accédé à un emploi, à l'emploi durable, grâce à cette association, cette association entre nos deux groupes. Et on en est très très fiers. Maintenant, quand on regarde aussi quelque part le bilan financier, il faut savoir que nous avons décidé depuis le début de ne pas retirer de dividendes, de fruits de ce travail. Au contraire, c'est je dirais, le profit qui est dégagé est réinvesti dans l'activité. Il n'y a aucune remontée de dividendes pour les actionnaire. Je crois aussi que c'est un bilan quelque part sociétal très favorable, puisqu'en 2011, nous avons reçu, ou le réseau Adéco Insertion a reçu 9,4 millions d'euros de l'État et des collectivités en tant que support. Et de notre côté, on aura versé plus de 39 millions d'euros en termes de charges, de taxes et d'impôts. Donc globalement, on a rendu 4 fois plus à la société de ce qu'on en a reçu, sans compter bien sûr sans quantifier tout le travail ou je dirais les économies réalisées grâce à ces personnes qui ont été remis à l'emploi par ces 250 personnes aujourd'hui qui sont dans nos 61 agences, parce que quelque part aussi c'est à eux qu'il va falloir rendre hommage et fêter, parce que c'est eux qui tous les jours font ce travail merveilleux. Nous allons faire une pause musicale et on se retrouve juste après pour détailler les actions des deux entreprises dans l'insertion professionnelle. À tout de suite. De retour dans la vie des entreprises et sur Vivre FM, toujours en compagnie des dirigeants des groupes IDS et Adéco spécialisés dans l'intérim. Donc après avoir écouté le bilan de leurs 15 années de partenariat fait par Alain Dehaze et Pierre Chou eux-mêmes, donc qui sont présidents des deux groupes, nous allons faire le point sur les domaines d'intervention de ces deux entreprises et surtout sur ce qu'elles apportent concrètement aux gens qu'elles accompagnent. Chez Adéco, le centre de gravité, c'est notre client. Il faut qu'on réponde à la demande de nos clients, et l'intérimaire, c'est le moyen pour réaliser cette respectable, mais c'est un moyen. Chez ID Intérim, chez Emploi 93, dans le réseau Adéco Insertion, le centre de gravité, c'est l'intérimaire. Et notre client est un moyen respectable de réaliser le parcours. Ça change, ça vous oblige à changer de prisme, quoi. Donc forcément, tout le monde peut pas changer de prisme. C'est pas simplement la bonne volonté qui fait que vous pouvez passer du TT classique à l'intérim d'insertion. Et en plus, ce qui tourne autour du client, entre guillemets, intérimaire, il y a tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les prescripteurs, partenaires sociaux, le système d'indemnisation, les assistants sociaux, enfin, voilà, tout cet environnement-là, il faut aussi l'intégrer. Et quand Jean-François disait, le matin on est avec un assistant social et l'après-midi avec un chef d'entreprise, c'est quand même des postures, des contenus d'échange qui sont pas les mêmes. Donc ça nécessite jonglage, adaptation, engagement, beaucoup d'engagement, parce qu'il faut être soi-même et être convaincu du projet qu'on défend. Voilà, donc c'est des profils qu'on construit, qui se construisent au fil du temps dans nos réseaux. Est-ce qu'on pourrait juste évoquer, je sais, rapidement, l'accompagnement, donc de l'accompagnement vers l'emploi, de l'insertion. De quelle manière les personnes qui cherchent du boulot sont-elles accompagnées vers l'emploi, mais vraiment concrètement? Et qui sont les personnes qui sont en contact avec elles et qui les aident? Alors, déjà, il y aura le film, parce que le film, ce sont des témoignages. Voilà. Vous avez un exemple très clair, très simple. Donc voilà, donc le film, vous verrez. Moi, je suis un techno un peu aujourd'hui, donc la façon dont je le présente, c'est un peu. Mais on travaille avec des partenaires qui nous orientent les personnes. Donc les personnes qui nous sont orientées, elles sont orientées sur l'idée que le prescripteur considère que la personne est adaptée va pouvoir trouver sa voie chez nous. Il accueillit.
avec un entretien, on va dire, de recrutement beaucoup plus large, c'est-à-dire que on va pas simplement s'attarder à ses compétences ou à son CV, on va essayer de comprendre quelle personne on a autour de nous avec quelques problématiques personnelles sans aller fouiller, mais on va essayer de prendre la personne dans sa globalité, dans ce qu'elle est et puis dans ce qu'elle a fait aussi. À partir de là, on dit oui ou non. Il faut savoir dire oui ou non. Il y a des personnes potentiellement qui peut-être ne sont pas prêtes à intégrer un dispositif comme le nôtre. Et savoir dire non, c'est pas toujours facile. Il faut savoir aussi communiquer avec le partenaire qui nous l'a orienté. Et dès lors on dit oui. La pédagogie des entreprises d'insertion et de travail temporaire d'insertion, c'est le contrat de travail et la feuille de paie. Donc déjà, c'est mettre en situation de travail la personne, optimiser son temps de travail, voir si elle se tient, voir les forces, les faiblesses. Donc ça veut dire que pour voir les forces et les faiblesses, il faut évaluer régulièrement en agence, mais aussi en lien avec l'encadrement de l'entreprise dans laquelle on met la personne. Donc il y a des outils qui sont mis en place. Donc essayer d'optimiser son temps de travail, la faire travailler dans des conditions correctes pour qu'elle prenne goût, qu'elle grandisse, qu'elle soit stable, c'est-à-dire qu'on limite l'absentéisme, on l'accompagne sur le travail et en dehors du temps de travail, on essaie d'intégrer de la formation à un moment donné, c'est un élément fort de l'accompagnement. En lien avec les partenaires ou en direct, puisque nos équipes ont des réseaux, on essaie de régler les problématiques personnelles, sociales, quand il y a des problématiques de logement ou potentiellement de santé ou de vie personnelle, on essaie d'accompagner la personne. Et voilà, progressivement, la personne mène son parcours. Donc, voilà, c'est beaucoup de proximité. On va dire que nos agences, on a un peu plus de temps, on a plus de temps à consacrer à chacun. Par rapport, si on le compare au travail temporaire classique, c'est cette proximité, cette proximité qui fait la valeur ajoutée, la valeur ajoutée des ETTI, des entreprises de travail. Raconte ce monsieur, c'est un exemple concret de ce que vient de dire Dominique. C'est sur l'accompagnement. Ouais, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement, on m'a accompagné la veille dans l'entreprise où j'allais aller. Vous savez ce qui se passe pour quelqu'un? Pierre racontait l'histoire de gens qui n'arrivent pas à dormir et qui du coup se lèvent pas le matin. C'est ça qu'il raconte. C'est l'angoisse de pas y aller, d'y aller si vous savez pas où c'est. C'est le fait d'arriver en retard. Du coup, vous arrivez en retard, vous faites pourrir par votre chef qui est pas content. Alors que si vous arrivez la veille, s'il est accompagné la veille, il est présenté à son chef d'atelier, à son compagnon qui va l'encadrer. Ils vont se serrer la paluche. Donc du coup, c'est deux êtres humains, ils ont leur prénom, ça y est, ils s'échangent leur prénom, ils savent où sont les vestiaires, les toilettes, ce qu'il leur a à mettre comme équipement, ils savent comment venir, et c'est gagné. Enfin, c'est gagné. Vous avez résolu une grosse partie de ce qu'évoquait Pierre, et le lendemain matin, il se réveille à l'heure, il y va, il arrive à l'heure, il est accueilli comme si c'était un être humain et pas qu'il était en retard, il commence à bosser, tout va bien. Voilà, c'est systématiquement en fait. Alors c'est pas systématiquement, ça va dépendre de la personne, du chantier, du compagnon qui l'accueille. Et c'est bien du travail à la carte. Mais vous voyez, c'est pas un outil magique, c'est pas une méthode magique, c'est beaucoup de proximité, beaucoup de prise d'empathie pour la prise en compte de l'individu, où est-ce qu'il est. Quelqu'un qui a pas bouffé la veille, il tient pas sur un chantier, c'est pas possible. Au bout de 2 heures, s'il fait du terrassement, il s'écroule. Donc si on détecte quelqu'un qui a des gros problèmes de financement et qui a un problème de nutrition, il faut pas le mettre sur un chantier, c'est un échec assuré. Donc tout ça, c'est pas une machine à mouliner les gens, c'est des entretiens, c'est la compréhension, c'est des réseaux, c'est activer ces réseaux. Et tout ça dans une dynamique de travail. C'est qu'il y a un effet de levier derrière, c'est qu'on passe des étapes parce qu'il y a la dynamique de travail. Donc si vous accompagnez quelqu'un qui est dans une dynamique de travail, on arrive à passer un certain nombre d'étapes. Accompagner quelqu'un qui est dans une situation d'attente ou d'assistance, on retrouve dans beaucoup de dispositifs aujourd'hui. Évidemment, on a des gens à un moment donné qui s'essoufflent et qui ne viennent plus à leur rendez-vous. C'est ce qu'on retrouve sur une grande partie. Ceux qui viennent, ils sont quand même d'accord pour ça. Voilà. Ils ne Bien sûr. pas qu'ils peuvent rechuter. Mais oui, il y a une démarche, lève-toi et marche, et voilà, prends-toi en charge. On ne va pas les chercher, on ne va pas les réveiller. Il y a des dispositifs dans l'insertion qui sont un peu plus encadrants, un peu plus accompagnants. Là, il faut que la personne ait un minimum d'autonomie
Mais comme le disait Jean-François justement, les premiers temps, le premier contact, mais ça vaut pour nous aussi, le premier contact, le premier temps, c'est l'élément déclenchant. Et j'ai beau dire, moi, je souhaite que dans toutes les agences, toute personne qui démarre son parcours sur la première mission, elle soit accompagnée avant ou le jour du début de la mission. Ça doit être une règle appliquée. Alors quelquefois il peut y avoir des petites difficultés, mais ça doit être une règle importante puisque c'est le démarrage d'une histoire, donc c'est important. Dans la situation que vous avez évoquée, donc de la personne par exemple qu'on ne va pas mettre sur un chantier parce qu'elle n'a pas mangé la veille, dans cet accompagnement, c'est important de détecter des situations comme celle-ci. Et qu'est-ce qui est fait à ce moment-là? Est-ce que la personne est conseillée? Ce sont des questions très concrètes. Oui, alors ce que disait Dominique, on peut se poser la question de l'orientation. Est-ce que ça a été une bonne orientation? Est-ce que j'ai pris quelqu'un qui n'a pas mangé la veille? Ça peut être plus lourd, quelqu'un qui a un problème d'addiction à l'alcool. C'est pareil, ça met tout le monde en danger de le mettre sur le chantier le lendemain. Là, c'est se poser la question de l'orientation. Est-ce que la prescription sociale qui a été faite, l'orientation vers l'entreprise d'intérim d'insertion a été faite de façon pertinente? On peut se tromper, il y a des choses qu'on voit pas, donc ça va être peut-être le retour vers le prescripteur. Peut-être c'est des aménagements qui peuvent être simples et réglés en amont, en disant si c'est quelqu'un qui a un problème de logement là dans l'immédiat, l'aider à trouver une solution, même intermédiaire, mais avoir une solution de logement, parce que pareil, si vous dormez dans votre bagnole ou dans la rue, vous êtes pas prêt à bosser le lendemain, vous l'êtes pendant 3 jours, et puis le 4e, ça va plus. Voilà, donc ça va être après ajusté. On n'est pas des magiciens, et donc ça veut dire que à des moments, l'entreprise d'intérim d'insertion va dire sur cette personne-là, ce parcours-là, moi je peux pas agir. Et c'est mieux qu'elle le fasse plutôt que de le maintenir dans une attente de quelque chose qui viendra pas, et donc une frustration à terme, ou de tenter des coups en disant ça passe ou ça casse. Sauf que si ça casse, c'est dramatique pour tout le monde. Voilà. Donc, à des moments, c'est ce que disait Dominique, accepter de dire non. Ça ne sera pas lui donner un sandwich pour qu'il aille bouffer le matin. Non. Clairement pas. C'est pas le rôle d'une TTI, ça sert pas à ça. Qu'est-ce que cela apporte aux personnes? Le plus important, c'est de les écouter directement. Ils s'exprimeront juste après l'espace coaching et la pause musicale qui suit. Alors restez à l'écoute de Vivre FM. De retour dans la vie des entreprises sur Vivre FM, cela fait 15 ans que 2 acteurs du travail en intérim sont partenaires dans l'insertion de personnes à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que ces entreprises apportent aux personnes qui sont donc les principaux intéressés? Le mieux, c'est d'écouter quelques témoignages. Heureusement, j'ai eu la chance de trouver une boîte d'intérim qui m'a lancé, quoi. Donc ils m'ont évalué assembler le travail. C'est à partir de là que tout est parti. J'ai répondu à une annonce de Pôle emploi qui m'a mis en contact avec une agence d'intérim, ID Intérim. Et donc je m'y suis rendu et c'était pour une mission de facteur. J'ai senti qu'il était là qu'ils allaient m'aider. J'ai senti tout de suite, au premier contact, que c'était différent. J'étais pas jugé, j'étais plus écouté et il me donnait des conseils. J'ai vu en face de moi des gens qui m'écoutaient. Ça va. J'ai vu en face de moi des gens qui me conseillaient et qui avaient aussi un regard presque protecteur. Des personnes bien et qui savent de quoi on parle et pourquoi on est là. On a ouvert un dossier ensemble et puis elle a vu que j'étais quelqu'un qui avait envie de travailler, quoi. J'avais pas envie de rester à rien faire. J'ai postulé. 2 semaines après, on allait voir l'usine où je pourrais travailler. On a vu le directeur, tout ça. Il a dit ceux qui veulent travailler maintenant, parce qu'on a visité le site, il a dit ceux qui veulent travailler, vous restez. Premier jeu de contrat, ils amènent la personne jusqu'à son lieu de travail. Et puis ça, c'est hyper important aussi. Et le présenter le chef d'équipe, au moins même l'ouvrier comme aussi se sent en confiance. Grâce à l'agence, j'ai pu avoir les services d'un interprète, ce qui a déjà réglé le problème de la communication, donc ce qui a permis au fait à mon employeur d'être à l'aise sur le plan de la communication. Ma conseillère, elle m'a envoyé au chantier, elle m'a dit qu'elle allait passer, et j'ai vu que 2 semaines après, elle était là. Ils disent que voilà, c'est le sérieux, c'est ponctualité, ils nous disent voilà comment on doit être face à l'employeur. On discutait toujours de mon travail, comment ça a été,
Ils nous ont remonté le moral, faut tenir le coup. Au début, ils m'ont laissé comme je pouvais faire. Et après, au fur et à mesure, ils m'ont dit qu'il fallait que j'essaye d'évoluer de plus en plus pour pouvoir rester dans l'entreprise et signer un CDI. Et j'aurais pu m'égarer, mais j'ai été vraiment bien soutenu. Elle avait confiance en nous. C'est ça que moi j'ai aimé. Le 1er janvier 2010, je suis tombé en prison. J'ai copé de 18 mois, j'ai fait 6 mois plein. Et c'est une agence qui m'ont pas lâché. Quand je suis ressorti, un mois plus tard, je travaillais. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ça arrive, c'est une bêtise de la vie, ça peut arriver à tout le monde, tout ça. Et ils m'ont repris, ils m'ont remis au boulot. Bien fait, vite fait en plus. Alors que ça aurait été très dur. Mais c'est des gens super bien. Ils sont toujours là et puis ils nous proposent aussi même des formations de sécurité, les risques au boulot, tout ça aussi c'était important pour moi. Et encore une fois des propositions des stages, tout ça pour améliorer nos compétences. Je leur disais non, j'ai pas envie de faire la formation, je vais être payé moins, je veux pas, j'aime pas l'école. Et bon, puis ils m'ont appelé 2-3 fois, ils m'ont dit, emploi 93, ils m'ont appelé 2-3 fois, fais la formation, fais-nous confiance, t'inquiète pas. Je serai en formation, je ferai une journée normale, j'aurai une fatigue normale, et que je serai occupé par rapport à ça, de tout mon temps, parce que c'est vrai que quand on travaille pas, le temps il passe pas, et faut le tuer le temps. J'ai fait une formation pour avoir un diplôme, et d'ailleurs j'ai obtenu. Et puis après, j'ai été embauché il y a une semaine, en CDI. Une fois que j'avais découvert le métier de coffreur brancheur, c'était le métier qu'il me fallait. C'était un métier physique, un métier manuel et tout, et c'était ce qu'il me fallait. J'ai enquillé dessus, ils m'ont laissé ma chance, et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis en CDI avec eux. Déjà, dans un premier temps, je me suis senti vivant. Je me suis senti motivé, j'avais envie. Je me retrouvais sur le même pied d'égalité que mes collègues entendants. Pour une fois, j'étais plus considéré comme le pauvre petit handicapé qui est un peu moins que rien. J'ai commencé en tant que trieur. Ensuite, en tant que suppléant de mon chef de cabine. Et ensuite, chef de cabine. J'accueille les nouveaux arrivants, en fait, les trieurs. Hein. Et c'est moi qui leur apprends, c'est moi qui les forme. J'ai un chef d'équipe à l'heure actuelle, ça fait depuis 1 an et demi, je suis avec lui sur chaque chantier. On en a fait 2. Pour l'instant, les 2, j'étais avec lui. Et comme il dit, je suis comme son fils. Et je suis content qu'il me donne son savoir-faire. Après 18 mois en intérim, je suis passé en CDD puis en CDI. Donc là, je suis inscrit à long terme dans un métier. Et ça, c'est en fait la première fois que ça m'arrive. J'ai un mot, c'est waouh, ma cocotte a réussi, mais bon. Tu te lèves le matin, tu découvres le monde le matin. Tu découvres comment les gens ils sont. Mon moins abaissé en fait, je lève les épaules, enfin je marche droite. Tu vas de bonne humeur, tu travailles, tu fais quelque chose que t'aimes bien. Tu te dis qu'aujourd'hui j'ai travaillé, je sais que j'ai gagné ça. Ça donne un rayon de lumière, un rayon de soleil, que ça ouvre un peu l'esprit. Franchement, même mes gosses sont bien. Donc, même au niveau de ma paix, ils me sentent bien. Donc, il n'y a rien à dire, je gagne ma vie tranquillement, quoi. Aujourd'hui, même si je suis encore dans une situation un peu délicate, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut continuer à se battre. Parce que c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que je retiens de cette leçon. Qu'il faut continuer à être positif, parce que j'ai besoin de me loger, parce que j'ai besoin de me nourrir, parce que j'ai des enfants, et que pour ça, j'ai pas le droit de baisser les bras. On se dit qu'on n'est pas incompétent, qu'on a encore des choses à faire. Quand j'avais 20 ans, j'imaginais pas la vie après 30 ans, ça me semblait pas possible, ça n'existait pas. Aujourd'hui, j'ai atteint plein d'objectifs, je vais bientôt me marier, j'ai acheté ma belle voiture et tout ça que de l'argent propre, comme on peut dire. Puis je me sens même pas étranger en France, je me sens français, quoi. Ouais. Parce que, ouais, ça fait 3 ans et quelques que je suis là, mais j'ai l'impression que je suis là depuis 10 ans. Mon plus grand rêve, c'est de travailler jusqu'à ma retraite et de voir grandir ma fille.
pourquoi pas un jour monter une entreprise et puis faire mon commerce moi-même. Pourquoi pas être un jour chef de chantier. Aujourd'hui, je sais que voilà, je suis capable. Je suis contente d'aller au travail tous les jours. Alors, bon, j'ai pas encore mon permis, j'ai une petite mobilette, mais qu'il se fasse froid ou qu'il fasse... c'est un plaisir. C'est vraiment devenu un plaisir. Cette vie des entreprises touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je vous propose d'écouter les offres d'emploi.